Bonjour à tous. Je vous propose pour terminer cette deuxième partie sur l'installation et le réglage du matériel astro, de parler d'autoguidage. Donc on va parler dans cette vidéo d'autoguidage, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous, comment installer par exemple une lunette guide, quels sont les paramètres sur lesquels être vigilant. Je vous propose donc d'aborder l'ensemble de ces points. C'est parti, c'est tout de suite. L'autoguidage, on l'a évoqué à différents moments, dans différents tutos jusqu'à présent. Là, l'idée, c'est de revenir un peu plus en détail sur ce en quoi consiste l'autoguidage. Eh bien, de manière tout à fait générale, l'autoguidage, ça va consister à cibler une ou plusieurs étoiles guides. Aujourd'hui, on fait plutôt de l'autoguidage sur plusieurs étoiles guides simultanément. Avec un dispositif dédié, donc ça peut être une lunette guide qui est placée parallèlement en fait à notre tube, ou bien un diviseur optique qui est un accessoire qu'on met entre le porte-oculaire et la caméra, qui va être pourvu d'un prisme qui va dévier une partie de la lumière qui sera renvoyée donc à une caméra de guidage. Donc un dispositif optique dédié. Et donc ce dispositif d'autoguidage va nous permettre de compenser des déviations de nos étoiles suite à un défaut de suivi de notre monture. L'idée, ça va être de monitorer différentes étoiles guides, et puis de comparer tout simplement leur position effective à leur position de référence, leur position théorique sur le capteur. Et dès lors qu'il y aura un écart, eh bien, le logiciel d'autoguidage va envoyer des instructions à la monture en effectuant des mouvements correctifs sur les axes d'ascension droite et de déclinaison. Alors on pourrait penser que finalement c'est une approche qui est autoportante, qui peut se passer d'une mise en station, puisque finalement le logiciel d'autoguidage effectue des corrections sur les deux axes équatoriaux. C'est pas le cas. Vraiment, il est impératif de mettre en station de manière précise et rigoureuse notre monture, pour pouvoir effectuer un autoguidage qui sera satisfaisant. D'accord ? C'est vraiment pas une étape qui exonère d'une mise en station précise. Les différentes phases d'un suivi par autoguidage sont les suivantes. D'abord, on va commencer par mettre au point notre lunette guide. Je vais plutôt m'appuyer là sur des solutions lunette guide plutôt que diviseur optique. Donc, première étape, mise au point de la lunette guide. Ça, c'est primordial. Il va falloir vraiment avoir un piqué le plus fin possible au niveau de nos étoiles. Et d'ailleurs, le logiciel, moi j'utilise PHD 2 Guiding, le logiciel a plutôt tendance à privilégier des étoiles plutôt de petite taille. Donc on va vraiment souhaiter avoir un piqué très fin de ces étoiles pour avoir une mesure précise de l'erreur de suivi. Et c'est ce qui permettra d'avoir un autoguidage vraiment le plus fin possible. Ensuite, on va sélectionner donc une zone du ciel de manière à pouvoir calibrer notre logiciel d'autoguidage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par calibrage du logiciel d'autoguidage ? Eh bien, dès lors que les étoiles guides vont s'éloigner de leur position de référence, donc ça va se compter en nombre de pixels sur le capteur, eh bien le logiciel va transmettre à la monture des impulsions qui vont permettre de ramener ces étoiles guides à leur position de référence. Ça nécessite au préalable d'avoir calibré le logiciel, c'est-à-dire d'avoir établi un lien de correspondance entre l'impulsion qui va être transmise à la monture et le déplacement en nombre de pixels de l'étoile qu'on considère. Donc cette phase, elle est évidemment tout à fait importante. Moi, à titre personnel, je la fais systématiquement à chaque session. Je sais qu'il y a des astrophotographes qui conservent leur calibrage sur plusieurs sessions. Moi, je préfère faire, c'est pas très long, c'est moins de 5 minutes, un calibrage en général. Je préfère le refaire systématiquement à chaque session, de manière à être sûr que tout fonctionne bien. Une chose également qui va être importante, si donc on considère une lunette guide pour effectuer notre autoguidage,
c'est le rapport d'échantillonnage entre cette lunette guide et l'échantillonnage de notre imageur principal. Ça, c'est une question qu'on se pose fréquemment, c'est-à-dire, grosso modo, voilà, j'ai un tube de 200 croix 1000 donc de focale. Quelle est en fait la lunette guide et la caméra d'autoguidage qui serait adaptée pour effectuer un autoguidage? Eh bien, il y a vraiment des métriques qui permettent de quantifier ça, et en particulier le rapport d'échantillonnage. Je vous propose justement de faire un zoom très rapide sur la notion d'échantillonnage, et puis on reviendra à cette question du rapport. Voilà, je m'appuie ici sur un slide très simple d'ailleurs qui est relativement similaire à celui qu'on avait vu sur le calcul du champ d'un dispositif optique. Là, l'idée, c'est de parler d'échantillonnage. Alors, qu'est-ce que l'échantillonnage en astrophoto? Eh bien, c'est le champ de prise de vue qui va être couvert par un pixel. Donc ça, c'est une grandeur qui est très facilement calculable, hein. Si on se donne des notations, donc f en millimètres notre focale et p donc en microns la taille d'un pixel, eh bien on va calculer notre échantillonnage avec la formule qui est décrite dans le slide. On reprend un petit peu la même convention de calcul qui était celle finalement du champ du capteur. Donc on a positionné ici notre capteur. Dans ce capteur, eh bien, on matérialise ici un pixel hein, qui a une certaine longueur. Là, on le suppose carré. On a une focale qu'on note grand F, et puis donc le champ associé, donc la portion angulaire du ciel associée à ce pixel qu'on appelle ici bêta. Donc en faisant même chose que pour le champ du capteur, en faisant une trigonométrie très simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que tangente de bêta sur 2, ça va être égal à P sur 2 divisé par F, donc fois une correction due au fait que j'ai exprimé la focale en millimètres et donc le pixel en microns. Donc, comme la quantité P sur 2F fois 10-3 est une quantité très petite, eh bien, je vais avoir que la tangente de la quantité, enfin la tangente moins 1 de la quantité est à peu près égale à la quantité, et ce qui va me donner que bêta, donc mon échantillonnage calculé en radians, va être égal à P sur F fois 10-3. Alors j'ai souvent l'échantillonnage, je le calcule en arc seconde. Donc je vais convertir mes radians en degrés. Donc pour ce faire, je multiplie par 180 sur pi. Et pour convertir mes degrés en arc seconde, eh bien 1 degré égale 60 arc minutes, une arc minute égale 60 arc secondes, si bien que 1 degré égale 3600 arc secondes. Donc je me retrouve avec cette formule de calcul que l'échantillonnage est égal à 206 fois donc la taille de mon pixel divisé par ma focale. Donc le pixel encore une fois en microns et la focale en millimètres. Si on se donne un exemple, on prend un télescope de 1 mètre de focale, une caméra qui a des pixels de 4,68 microns, et bien l'échantillonnage ce sera 206 fois P sur F, donc 206 fois 468 sur 1000, c'est-à-dire 0,96 arc seconde par pixel. Donc c'est vraiment la portion du ciel, portion encore une fois angulaire, qui est couverte par un pixel. Alors c'est une notion qu'on retrouve partout, elle est absolument centrale, la notion d'échantillonnage, on la retrouve dans beaucoup de domaines, pour tout simplement faire des calculs d'adéquation focale caméra. Pour l'autoguidage, je reviendrai tout à l'heure dessus, notamment on va calculer le ratio d'échantillonnage de l'imageur guide divisé par l'imageur principal. Donc ce ratio d'échantillonnage, on va vouloir qu'il appartienne à un intervalle bien précis. On va pouvoir aussi calculer tout ce qui est min-mos, c'est-à-dire le mouvement minimal, à partir duquel on induit une action du logiciel d'autoguidage. On pourra faire du dithering, j'ai expliqué ce en quoi considérer le dithering précédemment dans une précédente vidéo, mais l'idée ça va être toutes les X prises de vue, souvent toutes les 3 prises de vue, moi c'est ce que je fais, on effectue un léger déplacement en fait, du centre de notre caméra, d'une poignée de pixels, et ça, l'échantillonnage va nous permettre de faire dialoguer finalement le déplacement des pixels de notre imageur guide en déplacement de pixels de l'imageur principal. Et donc on va avoir cette correspondance qui va nous permettre
de piloter le dithering depuis en fait le logiciel d'autoguidage. Voilà, ensuite on peut faire de l'astrométrie et calculer des focales effectives. Si on met un réducteur de focale et qu'on veut s'assurer du ratio de réduction de focale, on peut très facilement en fait faire ce type de calcul, notamment en exploitant des données d'échantillonnage. Et puis on peut aussi faire des calculs relativement sophistiqués de rapport signal sur bruit, qui sont, comme on l'avait vu dans des précédents épisodes, importants pour s'assurer de la suffisance du temps de pause maximal sur l'objet qu'on est en train de considérer en fonction du site d'observation sur lequel on se trouve. Donc on est revenu sur notre slide initial. Donc on a expliqué ce qu'était l'échantillonnage. Donc ce qui va être important, c'est quand on va dimensionner notre dispositif d'autoguidage, c'est de calculer l'échantillonnage de la lunette guide divisé par l'échantillonnage de l'imageur principal. En général, on veut un ratio qui soit compris entre 3 et 5. C'est bien si ça peut être compris comme ça. Il peut y avoir un peu de tolérance, mais vraiment c'est très important d'être dans un domaine, on va dire, raisonnable de ce ratio, et non pas de se situer dans des domaines de suréchantillonnage ou sous-échantillonnage. Donc vraiment, quand on fait l'acquisition d'une lunette guide et d'une caméra guide, il faut se poser ces questions de ratio d'échantillonnage, imageur guide sur imageur principal, entre 3 et 5. Ça, c'est un premier point. Un autre point qui me vient à l'esprit, c'est aussi, on parlait du risque de buée dans des précédents tutos. Quand on travaille avec une lunette guide, on est obligé de mettre aussi un pare-buée ou des résistances chauffantes afin de se prémunir face au risque de rosée. Donc ça c'est important d'avoir ça. Un autre point crucial quand on travaille avec un logiciel d'autoguidage, c'est la manière dont on va connecter notre lunette guide à notre monture. Donc il peut y avoir en gros deux solutions. Je le montrerai tout à l'heure. Vous avez souvent deux connectiques sur la lunette guide. Une connectique qui est une connectique USB qui vous permet donc de relier la lunette guide au PC. Et on peut procéder par ASCOM, c'est-à-dire que le PC, le logiciel de guidage, fait l'acquisition des images de la lunette guide et passe lui-même via du pulse guiding les différentes corrections sur la monture. On peut également procéder par port ST4, donc on relie la caméra de guidage au logiciel d'autoguidage via l'USB, ça change pas, mais on relie également la caméra d'autoguidage à notre monture directement, et c'est la caméra qui va transmettre les ordres de correction directement à la monture. Donc voilà, les deux possibilités se rencontrent dans la nature. Le vrai avantage quand même de passer par de l'ASCOM, c'est de pouvoir faire vraiment très facilement du dithering, et on a vu que le dithering c'était une fonctionnalité qui était extrêmement puissante et qui permettait d'améliorer très fortement la qualité de nos images empilées. Donc beaucoup quand même de praticiens, astrophotographes utilisent le protocole ASCOM pour faire de l'autoguidage. Voilà, maintenant je vous propose de passer à la diapositive suivante, où on va parler de la zone du ciel sur laquelle calibrer notre logiciel d'autoguidage. Moi, c'est pas forcément un protocole que je suis à chaque fois, mais du point de vue, on va dire, des best practices, c'est quand même vraiment mieux de faire ça. Alors la zone du ciel en question, c'est d'être proche de l'équateur céleste, donc d'être compris entre plus ou moins 10 degrés au niveau de notre équateur. Donc vraiment avoir une déclinaison plutôt relativement faible, on va voir pourquoi c'est important d'avoir une déclinaison faible, et située à 1 heure du méridien céleste. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que plus on est proche de l'équateur, plus la vitesse linéaire des objets célestes va être importante. C'est-à-dire que quand on va regarder les objets dans notre capteur, ils vont se déplacer plus vite que si on était proche de la polaire, où là les déclinaisons sont très élevées et à l'extrême valent autour de 90 degrés, quoi. Donc
et donc le déplacement en fait des objets célestes dès lors qu'on est proche de l'étoile polaire et va être beaucoup plus lent dans notre capteur. Donc là encore une fois, on parle de déplacement linéaire, de vitesse linéaire, pas de vitesse angulaire, hein. La vitesse angulaire des étoiles, elle est la même quelle que soit la déclinaison, c'est-à-dire que l'étoile elle revient à sa position initiale au bout de 24 heures, quel que soit l'endroit où elle se situe dans le ciel. Donc la vitesse angulaire est la même. Par contre, la vitesse linéaire n'est pas la même. Donc je vais vous montrer une petite illustration mathématique de ce principe. Voilà, donc là j'ai affiché vraiment quelques équations très minimalistes. L'idée c'est d'introduire voilà, quelques notations. J'ai deux étoiles, grand A, grand B. J'ai donc ma déclinaison de l'étoile A qui vaut delta A, celle de B qui vaut delta B, et j'ai la vitesse linéaire de A qui vaut VA, et la vitesse linéaire de B qui vaut VB. Et là, donc, je me retrouve avec une... je vais supposer que la déclinaison de A est supérieure à la déclinaison de B. On va dire que A, c'est une étoile qui est, pour avoir une image mentale en tête, on va dire que A, c'est une étoile qui est proche de l'étoile polaire, hein, donc une déclinaison très très forte, hein, avoisinant potentiellement même 90 degrés. Et on va dire que B, c'est une étoile au contraire qui est proche de l'équateur céleste, donc une déclinaison qui, elle, est plutôt nulle, quoi, plutôt aux alentours de 0 degré. Eh bien, je peux montrer, en faisant un peu de trigonométrie, que j'ai le rapport de ma vitesse linéaire de A sur la vitesse linéaire de B, qui est le rapport en fait des cosinus de la déclinaison de A sur le cosinus de la déclinaison de B. Et on voit ici, notamment dans cette équation, que comme delta A est beaucoup plus élevé, à l'extrême va valoir pi sur 2, hein, et ici delta B est beaucoup plus faible, à l'extrême va valoir 0, et bien on va avoir une grandeur qui va être très très grande, assez largement supérieure à 1, ce qui fait que finalement la vitesse de B, c'est-à-dire la vitesse de l'astre proche de l'équateur, sera supérieure à la vitesse de A, c'est-à-dire l'astre à déclinaison beaucoup plus élevée. Et nous, en fait, quand on fait de l'autoguidage, ce qu'on va souhaiter, c'est se mettre dans une zone du ciel où les astres sur le capteur vont se déplacer rapidement, parce que c'est ce qui va permettre en fait de maîtriser au mieux les erreurs de calibrage de l'autoguidage. Si on fait ça dans des conditions où les astres se déplacent rapidement, eh bien, si ensuite on vient imager dans une zone du ciel où les astres se déplacent moins rapidement, le calibrage qu'on aura fait, et qui sera aussi converti par ces éléments en fait, de trigonométrie, eh bien, ces erreurs associées seront plus faibles. Donc c'est vraiment un protocole qu'il est conseillé de suivre parce qu'il fournit de bons résultats. Alors je vous donne un petit exemple de ce phénomène sur Stellarium. Vous voyez? Donc là j'ai mon étoile polaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché mon méridien. Alors j'ai aussi affiché... Voilà, j'ai affiché mon méridien ici. Et donc je me retrouve dans cette zone du ciel où, donc, étant proche de l'étoile polaire, finalement, eh bien, je vais avoir des déclinaisons d'étoiles qui vont être élevées, et donc une vitesse linéaire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, plus lente que si j'étais proche de l'équateur. Donc ici, je vais... et là, donc j'ai mon capteur de caméra qui est matérialisé, et je vais incrémenter tout simplement le temps. Donc voilà, je suis en train d'incrémenter les minutes, et je vois effectivement que les astres, qui sont capturés par mon capteur, eh bien, vont mettre du temps à se déplacer. Alors tout est relatif, hein, c'est pour ça que je vais vous montrer la même situation, mais ce coup-ci proche de l'équateur. Mon équateur céleste est ici, donc là, par définition, là, je vois que les astres que je considère ici ont une déclinaison de 5 degrés, donc ce qui est faible, hein, je suis entre 0 et 5 degrés ici. Et bien maintenant, si je zoome et que j'incrémente le temps, voyez, donc là j'ai vraiment un déplacement qui va être accéléré de mes astres. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on va plutôt se mettre dans des zones du ciel comme celle-ci, et donc proche de l'équateur et puis pas loin du méridien, de façon à finalement challenger beaucoup le processus de calibrage de notre logiciel d'autoguidage.
afin finalement ensuite quand on imagera dans d'autres zones du ciel d'avoir des erreurs qui soient plus réduites. Donc voilà en quelques mots les précautions d'usage sur le calibrage, et je vais aussi parler de quelques fonctionnalités de PhD2. Là l'idée n'est pas de faire un tuto étendu sur l'autoguidage, mais plutôt de vous sensibiliser sur les aspects clés autour de l'autoguidage. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça c'est vraiment le cockpit de PhD2, donc le logiciel d'autoguidage que moi j'utilise. Il en existe d'autres, mais celui-ci est quand même très utilisé par la communauté astro. On va avoir donc différentes étoiles guides qui vont être considérées. Donc là j'en ai 3, mais souvent on en a quand même beaucoup plus. Et donc c'est sur ces étoiles que va être mesurée l'erreur finalement de suivi, et que vont être passées finalement les corrections de façon à ramener ces étoiles d'une position effective à leur position de référence. Ensuite on a le tracé des erreurs. Donc ça c'est assez magnétique. C'est vrai que quand on fait l'autoguidage, on a souvent les yeux rivés là-dessus, et on souhaite évidemment que les oscillations soient le plus contenues possible, de manière à avoir peu d'erreurs et avoir une qualité de suivi. Donc là l'idée c'est d'avoir finalement deux courbes d'erreur, une courbe d'erreur en ascension droite et une courbe d'erreur en déclinaison, et donc ces courbes-là vont matérialiser l'écart, tout simplement, la distance, qui peut être une distance exprimée en pixels ou une distance exprimée en arcs secondes, entre les étoiles de guidage sur le capteur et leur position de référence, qui aura été celle en début de suivi. Et on a une synthèse en fait de ces erreurs, ces erreurs sont intégrées, sont sommées, moyennées dans le temps, et donc on a une synthèse qui nous permet de voir exactement quelle est la qualité d'autoguidage qui est mise en œuvre. Ensuite, un certain nombre de paramètres de sensibilité du guidage. Ça va être bien le point de déclenchement d'un guidage. Je parlais tout à l'heure du MINMO quand je faisais référence à l'échantillonnage, c'est-à-dire à quel niveau finalement d'erreur je déclenche un mouvement de correction. Est-ce que ce mouvement je déclenche de manière extrêmement rapide et forte, ou au contraire je temporise et je fais quelque chose de plus lisse? Voilà, il y a vraiment tout un tas de paramètres qui s'offrent à nous pour avoir une qualité d'autoguidage conforme à ce qu'on attend. Ici, on a une cible où on a donc la position de l'étoile cible par rapport à la position de référence. La position de référence est au centre de la cible, et puis voilà, on voit comment au fil du temps notre étoile guide en fait se balade autour du centre de cette cible, modulo bien sûr les corrections qui seront passées. Et puis là ici on a une fenêtre de mise au point où on va chercher à calculer la qualité de mise au point sur les étoiles considérées, avec un indicateur de FWHM, qui est un indicateur classique de mesure de piqué des étoiles, et on va chercher effectivement à ce que cette mesure-là soit la plus petite possible pour faire un suivi dans les meilleures conditions envisageable. Le dispositif est maintenant mis en place. Donc on a vu durant cette série de tutos comment positionner le trépied. Donc j'ai indiqué un certain nombre de marquages au sol. Donc ici, on voit des sardines qui sont utilisées afin de marquer l'emplacement des pieds. On a des marquages qui sont placés au niveau de nos colliers pour exactement positionner le tube comme il convient. On a également des marquages sur notre queue d'aronde, même chose pour pouvoir placer très vite le tube sur la monture. Notre caméra guide avec notre lunette guide qui est en place, nos contrepoids, et puis notre appareil photo, donc là qui est positionné sur 0 degré de rotation, on voit l'index ici qui est face à 0, donc conformément à ce qui est par exemple convenu dans le cadrage. Et puis notre bac qui permet de rassembler l'ensemble des câbles utiles pour la session d'imagerie, et un PC qui
est connecté à Ethernet. On a une connexion ici à Ethernet. Alors ça va être très utile, je reviendrai sur cet aspect-là plus tard, notamment pour faire du remote, c'est-à-dire vraiment pour pouvoir donc suivre, monitorer notre session d'astrophoto depuis l'intérieur, sans passer des heures à l'extérieur. Et donc une connexion de notre PC sur le hub USB qui distribue l'ensemble des accessoires du dispositif. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Il conclut toute cette phase d'installation, de préparation et de réglage du matériel. On a maintenant tout notre dispositif qui est en place. La monture est mise en station, le dispositif est équilibré, on a positionné notre lunette d'autoguidage, défini la rotation de notre caméra. On peut maintenant passer à l'étape suivante qui est l'acquisition des images. À très bientôt. Salut et bon ciel à tous.